Un mag consacré à la crise diplomatique entre Alger et Bamako. Pour en parler, nous sommes avec notre correspondant au Sahel, Serge Daniel, bonsoir. Bonsoir. Et puis notre éditorialiste TV5 Monde, Slimane Zeguidour, bonsoir à vous. Bonsoir. Serge, pouvez-vous nous rappeler d'où est partie cette brouille diplomatique? Alors, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le gouvernement de Bamako qualifie les groupes armés défaits récemment à Kidal de terroristes. Il se fait qu'à Alger, on reçoit ces groupes. C'est un casus belli. Mais plus grave pour Bamako, c'est que l'imam Mahmoud Dicko, qui est un homme influent, il reste influent malgré tout, qui a fait partie l'ancien président Ibeka, sans qui la junte ne serait pas là, disons les choses clairement. Qui est plus qu'un religieux. Ah oui, il est plus qu'un religieux. Il est en froid avec la junte. Il n'a plus de passeport diplomatique, il a un passeport ordinaire. Il a cherché à voir le chef de la junte récemment, il n'a pas pu. Donc, qui est un persona non grata, si vous voulez, entre guillemets, il est reçu par les Algériens. Non seulement par les Algériens, mais le président algérien. Pour Bamako, c'était un geste inamical. Donc, il convoque l'ambassadeur d'Alger à Bamako. Alger fait la même chose et rappelle son ambassadeur pour consultation. Bamako dit, oui, je rappelle aussi mon ambassadeur. Donc, la crise s'est installée et je pense que c'est pour le moment, ce n'est pas un orage d'été, c'est vraiment un orage. Ça va durer. Voilà. Slimane, pourquoi l'Algérie dans cette crise malienne? Eh bien, l'Algérie, le Mali, la plus grande frontière du Mali, 1300 km, il la partage avec l'Algérie. Premier point. Deuxième point, entre la frontière entre le Mali et l'Algérie, les populations des deux côtés se connaissent depuis des millénaires. Il y a des mariages, des unions matrimoniales, des échanges commerciaux. Bref, c'est une frontière qui fait que le discours officiel algérien, quand il parle du Mali, il dit on n'est pas seulement avec un pays voisin, on est avec un pays frère, pour ne pas dire beau-frère. D'où l'intérêt. Ajoutez à cela le fait que l'Algérie est un pays qui est un peu dégingandé sur le plan démographique, en ce sens que 90% de la population est agglutinée sur le littoral, il n'y a que 10% de la population qui est sur le reste du territoire, et le Sahara algérien, où se trouvent les plus grandes richesses de sous-sol du pays, est sous-peuplé. D'où le problème du contrôle de ces frontières et de l'arrangement de bons rapports avec les pays voisins. C'est pour ça que, comme le disait Serge, quand les Algériens ont reçu l'ambassadeur du Mali en Algérie, ils n'ont sorti qu'une phrase, c'est que l'Algérie considère comme sacrée la souveraineté, la stabilité et l'intégrité territoriale du Mali. Alors, quant au religieux Mahmoud Dicko qui a été reçu, les Algériens ont essayé d'expliquer ça en la dépolitisant sans convaincre le régime de Bamako en disant il est le chef spirituel d'une confrérie qui est née en Algérie, dans la région d'Adrar, et donc il est en quelque sorte un peu en pèlerinage, quoi. Et accessoirement, il rencontre le chef de l'État. Mais Serge, si ça ne va plus entre Bamako et Alger, ça va être compliqué parce que le Mali dépend de l'Algérie. Ah oui, si vous prenez des régions, par exemple, comme Kidal, ce qui vient essentiellement du sud vers la région de Kidal, c'est le charbon. L'artère nourricière du nord du Mali, c'est l'Algérie. Vous avez l'eau minérale, vous avez les aliments. Le lait en poudre. Sans l'Algérie, si vous voulez, une région comme Kidal ne vit pas. Et lorsque ce qui est grave, ce que Bamako n'apprécie pas aussi, c'est que les êtres rebelles défaits à Kidal ont décidé de décréter un blocus le long de la frontière algérienne. C'est-à-dire que empêcher les vivres de quitter l'Algérie pour venir dans le nord du Mali. Donc évidemment, c'est vrai que si la crise perdure, il peut avoir des répercussions sur les populations d'abord, mais il peut avoir aussi des répercussions sur les questions sécuritaires, ça c'est évident. Et dans tout ça, l'accord d'Alger qui a volé en éclats. On va revenir sur l'histoire justement de cet accord avec Laure de Matos. Un an de négociations à Alger et un accord finalement signé en 2 temps à Bamako. L'État malien et les groupes armés pro-gouvernementaux réunis au sein de la plateforme approuvent le texte dès mai 2015. La CMA, pour coordination des mouvements de l'Azawad, qui réunit les rebelles touaregs et arabes du nord malien, n'appose, elle, sa signature qu'un mois plus tard, le 20 juin, et sous la pression de la communauté internationale. Les rebelles touaregs avaient repris les armes en 2012. Ils s'engagent alors à abandonner leur rêve d'indépendance
Le pouvoir central promet, lui, le développement pour le nord malien, l'intégration des ex-rebelles dans l'armée et surtout une décentralisation soutenue du Mali qui doit profiter autant au nord qu'au sud, la régionalisation du pays, comme le stipule le texte. Les combats cessent, mais l'accord n'est jamais réellement appliqué. La décentralisation n'a pas lieu. L'accord d'Alger prévoyait l'installation d'assemblées régionales élues au suffrage universel direct et un transfert de ressources et de compétences. Mais rien n'a été fait. Et le putsch de 2020 n'a rien arrangé. Les autorités de transition ont fait du recouvrement de la souveraineté du Mali l'un de leurs chevaux de bataille. Un objectif qui se heurte aux différents groupes armés qui contrôlent de vastes territoires dans le nord. Le dialogue patine donc. En 2022, certains mouvements touaregs dénoncent l'absence de volonté politique des autorités de transition. En juin dernier, la nouvelle constitution qu'a fait approuver le gouvernement compromet, selon la CMA, l'accord d'Alger. En septembre, c'est l'escalade. La CMA indique se considérer dorénavant en guerre avec les militaires au pouvoir à Bamako. Le 12, des groupes armés attaquent l'armée dans la ville clé de Bourem, entre Gao et Kidal. Les deux camps revendiquent la victoire. Depuis, la MINUSMA s'est retirée du Mali. Fin octobre, les casques bleus de la mission de l'ONU avaient abandonné leur base à Kidal, foyer historique des rébellions indépendantistes du Nord. La ville a finalement été reprise par l'armée malienne. Mais alors pourquoi a-t-il volé en éclats cet accord d'Alger? Alors je pense que dès le départ, en 2015 à la signature de l'accord, c'était le président Ibeka qui était au pouvoir, les Maliens se sont sentis plus ou moins piégés, de moins c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, en disant qu'en fait cet accord accorde une autonomie, appuie les idées indépendantistes de certains rebelles. Il y a eu deux choses lorsque les militaires ont pris le pouvoir, qu'ils ne voulaient pas appliquer. Sur les grades, par exemple, la nouvelle armée nationale reconstituée, il est dit que les ex-rebelles disent « si moi je suis colonel pendant la rébellion, quand j'intègre la nouvelle armée reconstituée, il faut que j'ai le grade de colonel ». L'armée ne voulait pas ça. L'armée nationale dit non, pas question. Il faut quand même voir ce qui s'est passé. C'est pas la première fois qu'on signe des accords de paix. Et ça recommence toujours, on n'est pas d'accord. La deuxième chose, et ça me paraît important, c'est que l'accord aurait dû peut-être préciser quelque part qu'il faut qu'à un moment, les rebelles, c'est-à-dire en déposant les armes, créent un parti politique. Mais ils avaient les armes. Donc c'était plutôt difficile. Donc eux, ils ne voulaient pas laisser les armes. Et le Sud, quand même, la population du Sud, la population au Sud était rétive à l'idée de voir accorder une autonomie aux gens du Nord, aux populations du Nord, en disant mais non, finalement, l'accord de paix d'Alger ne nous arrange pas parce que ça consacre la partition du pays. Je pense aussi, et je termine, il n'y a pas eu une bonne explication de l'accord qui a été signé. Ça n'a pas été vulgarisé comme il devait l'être. Mais alors cet accord qui a volé en éclats, est-ce que... Il n'a jamais été appliqué, mais personne ne l'a dénoncé unilatéralement. Pour abonder dans le sens de Serge, il y a plusieurs raisons, en plus de celles qu'il vient d'énumérer, qui expliquent qu'il y a une difficulté à l'appliquer. C'est que, d'abord, il y a la faiblesse du pouvoir central malien, de l'État, qui n'a pas les moyens d'aménager un territoire immense avec si peu de ressources. Et donc, il y a encore moins les moyens et qui cherchent d'abord à le contrôler avant de l'aménager et de le développer. Le problème que pose l'accord d'Alger, c'est que les populations du Nord et les populations du Sud, historiquement, n'avaient pas des relations, disons, de complémentarité économique, sociale, pour lesquelles l'indépendance aurait été la consécration d'un écosystème ensemble. Donc il y a la population nord qui a berbérisé, légèrement arabisé, et la population et les élites du Sud. Pour les élites du Sud, la décentralisation, ça veut dire aussi le partage du pouvoir et aussi le partage des petits privilèges matériels que possède l'État malien. Il y a aussi, c'est ça le non-dit, un des non-dits de la difficulté d'appliquer cet accord. Mais est-ce que ça a été évoqué lors de cette rencontre à Alger ? Oui, c'était forcément, puisque le gouvernement algérien dit nous sommes garants de l'accord de paix d'Alger, donc nous relançons le processus. Oui.
Même si l'Alger a dit, oui, nous voulons qu'on respecte l'intégrité territoriale du Mali. Mais je pense que les Algériens ont un peu mal joué. Parce que lorsque vous connaissez les rapports de Mahmoud Dicko avec le pouvoir central de Bamako, lorsque vous connaissez les rapports des ex-rebelles avec le pouvoir de Bamako, on ne sait pas si le moment était indiqué pour les recevoir, sans peut-être provenir Bamako. Du moins, avant de venir ici, un membre de gouvernement nous a dit « Nous n'étions pas informés que Alger allait les recevoir ». Et donc, ça n'a pas du tout plu à Bamako. Mais alors, quel est le Oui, rôle c'est effectivement, en termes de procédure, c'est un impair, parce que c'est fait de telle manière, même s'ils ont insisté, que Mahmoud Dicko était là d'abord en tant que religieux et non pas en tant que représentant d'un courant politique. Néanmoins, il eût peut-être été plus efficace de prévenir le pouvoir central du Mali, pour ce que nous savons de l'affaire. Slimane, quel est le rôle du Maroc dans tout ça? Le Maroc, il y a une querelle, il y a un bras de fer pour l'hégémonie sur l'immense Sahel. Bon, sur le Sahel, les frontières algériennes ouvrent immensément, 1000 km avec le Niger, 1000 avec la Libye, 1300 avec le Mali. Même si la plus longue frontière de l'Algérie, elle est partagée avec le Maroc. Le Maroc est plus atlantique et penche moins vers le Sahel. Néanmoins, comme il y a un problème d'immigration qui vient du Sahel, et comme le Maroc a une véritable politique africaine, il n'y a qu'à voir le nombre de voyages que le roi du Maroc a fait en Afrique et le très peu de voyages que les présidents, les chefs de l'État algériens font en Afrique. Je veux dire, c'est tout à fait net. Donc il y a une véritable rivalité. Par exemple, le Maroc investit dans la banque, l'assurance, forme des imams de la région, forme des services de sécurité, alors que dans le temps, au début de l'indépendance, le Mali et l'Algérie étaient alignés sur Moscou. Les deux armées avaient été formées dans la doctrine soviétique. Et moi-même, enfant en Algérie, je me rappelle qu'on nous amenait à applaudir le président Modibo Keïta quand il venait visiter l'Algérie. Mais depuis, diplomatiquement, les Africains, les subsahariens se plaignent d'un décrochage. Vous parliez de l'Algérie et du continent africain. Du roi du Maroc tout à l'heure, Slimane, alors que les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad et du Maroc s'étaient réunis samedi dernier. Mais oui, mais c'est cela. Ouais, vous savez, ce qu'on dit à Bamako, problème. et ça agace un peu la Vox Populi, n'est pas du tout contente là-dessus. Sans le Mali, l'Algérie n'aurait peut-être pas acquis aussi facilement son indépendance, par exemple. Parce que la base de repli de Bouteflika, on l'appelle Bouteflika le Malien, puisque lui, sa base de repli, c'était le nord du Mali. Ce que Bamako dit, c'est que le sud de l'Algérie, c'est le nord du Mali. Mais ils ne sont pas satisfaits de la coopération entre les deux pays. Ils estiment que l'Algérie ne fait pas davantage pour eux. Alors qu'un pays comme le Maroc, qui est loin, vous avez vu, alors que la crise éclate, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, il prend son avion et il va au Maroc. Et qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il va vanter d'abord la marche verte. Vous savez ce que c'est que la marche verte? Parce que c'est aussi un problème. Oui, rappelez-nous la marche verte. Ben oui, c'est en 75, je parle. En quelques mots, parce que le temps est écoulé. Le roi Hassan II avait demandé à 600 000 Marocains de marcher à pied pour aller dans leur Sahara, comme il disait. Donc l'affaire du Polisario, c'est aussi un autre problème entre l'Algérie et le Mali, parce que de plus en plus au Mali, on dit, mais finalement, il faut mieux coopérer avec le Maroc, parce que nous avons nos intérêts là-bas, plus qu'en Algérie. Serge Daniel, correspondant au Sahel, merci. Merci également à vous, à notre éditorialiste TV5, Slimane Zeguidour. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité et à demain.